Un jeune homme de 17 ans montant sur le trône, pouvait-il déjà planifier le meurtre de sa propre mère? Rome applaudissait son nouvel empereur, ignorant que les champignons qui avaient empoisonné son prédécesseur n'étaient que le premier plat d'un festin sanglant qui durerait 14 ans. Le pouvoir à Rome n'était jamais un héritage paisible. C'était une bête sauvage qu'il fallait dompter ou qui vous dévorait. Au cœur de cette arène politique se tenait une femme d'une ambition démesurée, Agrippine la jeune, sœur de l'empereur Caligula, épouse de l'empereur Claude, et maintenant mère du nouvel empereur Néron. Elle avait tissé sa toile avec une patience de prédatrice, éliminant chaque rival, chaque obstacle. Sa vie était un chef-d'œuvre de calcul et de cruauté. Elle avait survécu à l'exil, au complot, aux caprices mortels de sa propre famille. Elle avait séduit son propre oncle, l'empereur Claude, un homme vieillissant et crédule, le persuadant de l'épouser, et plus important encore, d'adopter son fils, Lucius Domitius Aenobarbus, qui deviendrait bientôt Néron. Cet acte scellait le destin du propre fils de Claude, le jeune Britannicus, le reléguant au rang de menace silencieuse, un fantôme au banquet de son propre héritage. La cour impériale sous Claude n'était pas un centre de gouvernance, mais un nid de vipères où le poison était un argument politique aussi courant que la rhétorique au Sénat. Chaque sourire cachait un poignard, chaque coupe de vin pouvait être la dernière. Agrippine y naviguait avec une aisance terrifiante. Elle avait orchestré la chute de Messaline, la précédente épouse de Claude, une femme dont la dépravation n'avait d'égal que son imprudence. Elle avait placé ses alliés au poste clé, notamment le préfet du prétoire, Sextus Afranius Burrus, un militaire bourru mais efficace. Elle avait choisi pour précepteur de son fils le plus brillant esprit de l'époque, le philosophe stoïcien Lucius Annaeus Seneca, plus connu sous le nom de Sénèque, un homme de lettres, un moraliste qui prêchait la vertu, tout en accumulant une fortune colossale et en naviguant dans les eaux troubles de la politique impériale. Ironiquement, c'est en prônant le contrôle de soi qu'il a contribué à créer un monstre d'indulgence. La tragédie de Rome n'était pas que le pouvoir était entre les mains d'un seul homme, mais qu'il était tombé dans celle d'une famille où le meurtre était une tradition. Agrippine avait appris les règles du jeu au plus haut niveau. Le pouvoir ne se partageait pas, il se prenait. Et pour le conserver, il fallait être prêt à tout. Le dernier obstacle était Claude lui-même. Une fois Néron adopté et désigné comme héritier, l'utilité de l'empereur vieillissant touchait à sa fin. Le 13 octobre de l'an 54 de notre ère, lors d'un dîner, un plat de ses champignons favoris lui fut servi. Les historiens murmurent qu'il contenait un poison savamment dosé par la célèbre empoisonneuse Locuste, à la solde d'Agrippine. Claude agonisa pendant des heures, et si le poison initial ne suffisait pas, on raconte que son propre médecin, sous prétexte de l'aider à vomir, lui enfonça une plume enduite d'un poison encore plus violent dans la gorge. Rome exigeait des dirigeants divins, mais elle obtenait des monstres bien humains. La mort de Claude fut dissimulée assez longtemps pour que Burrus s'assure de la loyauté de la garde prétorienne. Puis, à midi, les portes du palais s'ouvrirent et Néron, âgé de seulement 16 ans, fut présenté aux soldats comme leur nouvel empereur. Le Sénat, comme toujours, se hâta de ratifier le choix des militaires. Le jeune homme prononça un discours inaugural magnifique, rédigé par Sénèque. Il promettait de gouverner selon les principes d'Auguste, de respecter le Sénat, de mettre fin aux procès secrets et à la corruption. C'était un programme de rêve, un âge d'or promis. Mais derrière le jeune empereur se tenait l'ombre de sa mère. Agrippine ne se voyait pas comme la mère du princeps, mais comme la co-dirigeante de l'Empire. Elle fit frapper des pièces de monnaie où son portrait apparaissait à côté de celui de son fils. Elle tentait d'assister aux réunions du Sénat, une transgression inouïe pour une femme. Elle était la marionnettiste et Néron était sa création la plus précieuse. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé l'ivresse du pouvoir absolu sur un esprit jeune et narcissique. Néron, encouragé par Sénèque et Burrus qui voyaient en Agrippine une menace à leur propre influence, commença à ressentir le poids des chaînes maternelles. La première fissure apparut lorsque Néron s'éprit d'une affranchie, Claudia Acte, une relation que sa mère jugeait indigne et dangereuse. La marionnette commençait à tirer sur ses propres ficelles.
Et puis, il y avait Britannicus. Le fils légitime de Claude, à peine plus jeune que Néron, représentait une alternative vivante, un rappel constant de l'illégitimité de son règne. Tant que Britannicus vivait, il était une arme potentielle entre les mains des ennemis de Néron, ou pire, de sa propre mère. La tension au palais était palpable. Un soir de l'an 55, lors d'un banquet, le destin de Britannicus fut scellé. On lui servit une boisson chaude, testée par un goûteur. Le jeune homme se plaignit qu'elle était trop brûlante. On y ajouta de l'eau froide, mais cette eau contenait un poison fulgurant. Britannicus s'effondra, l'écume aux lèvres, perdant la parole et la vie en quelques instants. Néron, impassible, prétendit qu'il s'agissait d'une simple crise d'épilepsie. Le corps fut emporté et incinéré dans la nuit même sous une pluie battante. Agrippine était horrifiée, non pas par le crime, mais par l'audace de son fils. Elle comprenait qu'elle perdait le contrôle. Le serpent qu'elle avait nourri dans son sein se retournait maintenant contre elle. Le meurtre de son demi-frère n'était pas seulement un acte de cruauté, c'était une déclaration d'indépendance écrite avec le sang de son dernier rival. L'âge d'or promis par Sénèque s'ouvrait sur un fratricide. Rome avait un nouveau maître, un jeune homme qui apprenait rapidement que le pouvoir de vie et de mort était le plus enivrant des aphrodisiaques. Le système qui avait permis à une mère ambitieuse de placer son fils sur le trône était maintenant confronté à une vérité terrifiante. Le monstre qu'ils avaient créé était désormais libre. Pourriez-vous rester humain en possédant un pouvoir sans limite ? Agrippine pensait avoir tout prévu, mais elle avait oublié que les créatures les plus dangereuses sont celles qui, après avoir goûté au sang, développent un appétit insatiable. Son contrôle était la dernière barrière entre Rome et la folie de son fils. Une barrière qui était sur le point de se briser de la manière la plus spectaculaire et la plus horrible qui soit. La question n'était plus de savoir si Néron allait se retourner contre sa mère, mais quand ? Qui est le véritable architecte de cette tragédie ? La mère qui a tout sacrifié pour le pouvoir ou le fils qui a tout détruit pour s'en emparer ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Agrippine la stratège ou Néron le monstre. Le contrôle d'Agrippine était devenu une cage dorée pour Néron. Chaque décision, chaque nomination, chaque liaison amoureuse passait sous le crible de son approbation maternelle. Pour un adolescent devenu maître du monde, cette tutelle était intolérable. Sénèque et Burrus, ses conseillers, voyaient également l'influence d'Agrippine comme un frein à leur propre pouvoir et à la stabilité de l'État. Ils chuchotaient à l'oreille de l'empereur, nourrissant son ressentiment, le persuadant que la dignité de sa fonction exigeait qu'il soit le seul maître. Mais la véritable étincelle qui mit le feu aux poudres fut une femme, Poppée Sabine. D'une beauté légendaire, intelligente, ambitieuse et totalement dénuée de scrupules, Poppée était l'épouse d'un ami de Néron, Othon. Elle devint la maîtresse de l'empereur et ne tarda pas à viser plus haut. Elle voulait être impératrice. Mais tant qu'Agrippine vivait, Poppée savait que cela n'arriverait jamais. Elle se moquait de Néron, le traitant de garçonnet soumis à sa mère, piquant son orgueil là où ça faisait le plus mal. La décision fut prise. La femme qui lui avait donné la vie et l'empire devait mourir. Mais comment tuer la mère de l'empereur sans provoquer une guerre civile ? Un empoisonnement était trop risqué. Elle était paranoïaque et prenait des antidotes. Un assassinat direct par l'épée attirerait l'opprobre. Néron, avec son goût pour le théâtral, cherchait une solution plus créative. Son ancien précepteur, Anicetus, devenu amiral de la flotte, lui proposa un plan diabolique. Un navire, spécialement conçu avec un mécanisme permettant de disloquer sa coque et son toit en pleine mer. La mort passerait pour un accident, une tragédie navale. L'empereur pourrait alors pleurer publiquement sa mère bien-aimée, victime de la fureur des dieux. En mars de l'an 59, tout était prêt. Néron invite sa mère à une fête dans sa villa de Baï, sur la côte près de Naples. Il se montra exceptionnellement affectueux, la couvrant de baisers, dînant avec elle, dissipant ses dernières méfiances. La nuit tombée, il la raccompagna jusqu'au quai, où l'attendait le navire magnifiquement décoré. C'était une scène de réconciliation parfaite, une mise en scène macabre dont seul Néron avait le secret. Le navire s'éloigna sur les eaux calmes de la baie. Au signal convenu, le toit, lourdement lesté de plomb, s'effondra. Mais le mécanisme de la coque se coinça.
Le navire ne se désintégra pas comme prévu. Il se contenta de gîter lentement. Dans la confusion et l'obscurité, les assassins à bord tentèrent de finir le travail avec des rames et des gaffes. Une des dames de compagnie d'Agrippine, pensant se sauver, cria qu'elle était l'impératrice. Elle fut immédiatement battue à mort. Agrippine, elle, blessée à l'épaule mais gardant un sang-froid incroyable, se laissa glisser dans l'eau. Nageuse accomplie, elle fut repêchée par de petits bateaux de pêcheurs qui n'avaient rien compris au drame et fut ramenée dans sa propre villa. Le plan avait échoué de manière spectaculaire. Quand la nouvelle parvint à Néron, il fut saisi d'une terreur panique. Sa mère avait survécu. Elle savait maintenant qu'il avait tenté de la tuer. Elle allait se venger. Il convoqua d'urgence Sénèque et Burrus. Pendant un long moment, personne n'osa parler. La réalité de leur situation était effroyable. Ils étaient donc complices d'une tentative de matricide ratée. Finalement, Sénèque, le grand moraliste, demanda à Burrus si l'on pouvait ordonner aux prétoriens de tuer Agrippine. Burrus refusa. La garde prétorienne vénérait la fille du grand Germanicus. Il ne lèverait jamais la main sur elle. C'est alors qu'Anicetus, l'architecte du désastre naval, offrit de terminer ce qu'il avait commencé. Néron, soulagé, accepta sur le champ. Rome fut témoin de ce paradoxe ultime. Un philosophe stoïcien et un chef militaire acceptant le meurtre pour sauver leur propre peau. Anicetus et ses marins se rendirent à la villa d'Agrippine. Ils enfoncèrent les portes. La plupart des serviteurs s'enfuirent. Ils trouvèrent Agrippine dans sa chambre, éclairée par une simple lampe avec une seule servante. Quand elle vit les assassins entrer, menés par Anicetus, elle comprit. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle leur montra son ventre et dit, selon l'historien Tacite, « Frappez ici, car c'est ce ventre qui a porté Néron. » Ils la frappèrent à coups de gourdin et d'épée. Le tabou ultime venait d'être brisé. La nouvelle de sa mort fut annoncée à Rome comme la découverte d'un complot. On prétendit qu'Agrippine avait envoyé un messager pour assassiner son fils et que, démasquée, elle s'était suicidée. Le Sénat, dans un élan d'abjecte flatterie, vota des actions de grâce aux dieux, félicitant l'empereur d'avoir échappé au danger. Personne n'était dupe, mais tout le monde avait trop peur pour le dire. Néron, lui, était un homme changé. Il contempla le corps nu de sa mère et, selon certaines sources, aurait froidement commenté sa beauté. Mais la nuit, il était hanté. Il voyait son fantôme, entendait le son des trompettes funèbres depuis les collines où elle était enterrée. Le matricide l'avait libéré du contrôle de sa mère, mais il l'avait enchaîné à sa propre culpabilité et à une paranoïa qui ne le quitterait plus jamais. En tuant sa mère, il avait tué la dernière partie de lui-même qui ressentait encore une forme de contrainte morale. Il était maintenant absolument libre. Et un homme absolument libre, doté d'un pouvoir absolu, est la chose la plus dangereuse au monde. Le sang de sa mère avait lavé les dernières traces de l'élève de Sénèque. Il ne restait plus que l'empereur, le monstre, l'artiste de la cruauté. Et Rome allait devenir la scène de son chef-d'œuvre. L'Empire avait survécu à des guerres civiles, à des tyrans, à des complots, mais pouvait-il survivre à un dirigeant qui avait déclaré la guerre à la nature humaine elle-même ? La liberté qu'il avait conquise dans le sang de sa mère allait exiger un prix bien plus élevé, un prix que la ville entière de Rome serait bientôt forcée de payer. La liberté de Néron s'exprima d'abord par une extravagance sans bornes, puis par un projet qui allait marquer à jamais le visage de Rome et l'imaginaire de l'humanité. En juillet de l'an 64, un incendie se déclara dans les échoppes qui entouraient le Circus Maximus. Ce n'était pas un événement rare dans une ville surpeuplée, construite en grande partie en bois. Mais cet incendie était différent. Attisé par un vent violent, il se propagea avec une rapidité terrifiante, dévorant les rues étroites et sinueuses, les immeubles d'habitation fragiles, les temples et les monuments publics. Pendant 6 jours et 7 nuits, Rome brûla. Le feu semblait avoir une volonté propre, s'éteignant à un endroit pour reprendre avec plus de fureur à un autre. Le chaos était total. Des milliers de personnes périrent dans les flammes ou furent piétinées dans la panique. Des centaines de milliers se retrouvèrent de sans-abri, ayant tout perdu. La ville la plus puissante du monde était à genoux, réduite à un champ de ruines fumantes. Où était l'empereur pendant ce temps? Les sources divergent. Suétone et Dion Cassius rapportent la rumeur la plus célèbre et la plus tenace.
Néron, observant le spectacle depuis son palais sur le Palatin ou depuis la tour de Mécène, se serait mis à déclamer des vers sur la chute de Troie, vêtu d'un costume de scène, s'accompagnant à la lyre. Il aurait trouvé dans la destruction de sa propre capitale une source d'inspiration artistique. L'image est si puissante qu'elle est devenue le symbole même de l'indifférence cynique du pouvoir face à la souffrance du peuple. Que cela soit vrai ou non, le peuple y crut. La rumeur enfla. Ce n'était pas un accident. L'empereur lui-même avait ordonné d'allumer l'incendie. Pourquoi? Pour libérer de l'espace, pour reconstruire Rome selon ses propres désirs grandioses, pour créer une nouvelle ville qui porterait son nom, Néropolis. Néron, de retour à Rome, prit des mesures pour organiser les secours. Il ouvrit ses jardins et des bâtiments publics pour abriter les sans-abri, fit venir des vivres d'autres villes. Mais ces gestes ne suffirent pas à éteindre la colère et la suspicion. La preuve de sa culpabilité aux yeux de beaucoup vint juste après. Sur les cendres encore chaudes du centre de Rome, sur un espace colossal de plus de 50 hectares, il commença la construction de son nouveau palais, la Domus Aurea, la Maison Dorée. Ce n'était pas un palais, c'était une ville dans la ville. Un complexe de villas, de jardins, de bois, de pâturages et même un lac artificiel, de la taille de celui du Colisée qui serait construit plus tard à son emplacement. Les murs étaient recouverts de fresques, incrustés de pierres précieuses et de nacre. Les plafonds des salles à manger étaient en fait de panneaux d'ivoire mobile qui pouvaient laisser tomber des fleurs et des parfums sur les convives. Au centre du vestibule se dressait une statue colossale de Néron, haute de plus de 30 mètres, le colosse de Néron. C'était un monument à la démesure, un projet d'une extravagance inouïe, financé en pillant les trésors des temples et en augmentant les impôts dans les provinces. Le contraste était insoutenable. Pendant que les Romains vivaient dans des abris de fortune, leur empereur construisait un paradis privé sur les ruines de leur maison. Chaque bloc de marbre de la Domus Aurea semblait cimenté par les larmes et les cendres des victimes. Le grand incendie était peut-être un accident, mais Néron en avait fait un crime par son opportunisme monstrueux. Il avait transformé une tragédie collective en un triomphe personnel. La Maison Dorée était le symbole de sa rupture définitive avec le peuple et l'aristocratie romaine. Il ne se voyait plus comme le premier des citoyens, le princeps, mais comme un dieu vivant, un artiste dont le monde entier était la toile. Rome exigeait du pain et des jeux, mais Néron lui a donné le feu et la terreur, prouvant que le spectacle le plus captivant est la chute d'un grand empire. Mais même un dieu empereur ne pouvait ignorer la colère qui grondait. Les accusations persistaient. Il lui fallait un bouc émissaire, un coupable sur qui détourner la fureur populaire. Quelqu'un de détesté, de marginal, de suffisamment faible pour ne pas pouvoir se défendre. Son choix se porta sur un groupe obscur, une secte juive relativement nouvelle dont le culte étrange et les mœurs secrètes suscitaient déjà la méfiance, les chrétiens. Ils adoraient un criminel crucifié, parlaient de la fin du monde par le feu et refusaient de participer aux cultes impériaux. Ils étaient là parfaits. La persécution qui allait suivre dépasserait en cruauté tout ce que Rome avait connu. La recherche des coupables de l'incendie allait se transformer en une chasse à l'homme d'une sauvagerie inouïe, inaugurant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la foi et de la tyrannie. Le feu qui avait ravagé les bâtiments de Rome allait maintenant allumer les bûchers d'une nouvelle sorte de martyr. Le calcul politique de Néron était simple et brutal. Pour se laver de l'accusation d'avoir incendié Rome, il fallait trouver des coupables plus crédibles, ou du moins plus haïssables. Les chrétiens, avec leur monothéisme intransigeant et leur refus de vénérer les dieux romains, y compris l'empereur divinisé, étaient déjà considérés avec suspicion. On les accusait de haine du genre humain, de pratiques secrètes et immorales, de cannibalisme rituel en mangeant le corps de leur dieu. Ils étaient l'altérité parfaite, la cible idéale pour canaliser la colère d'une population traumatisée. La machine répressive de l'État romain se mit en marche. Une vague d'arrestations déferla sur la petite communauté chrétienne de la ville. L'historien Tacite, qui n'avait aucune sympathie pour les chrétiens, décrit lui-même la suite avec un certain dégoût. Il raconte qu'on arrêta d'abord ceux qui avouaient leur foi, puis, sur leurs indications, une multitude immense. Ils ne furent pas tant condamnés pour l'incendie que pour leur supposée haine de l'humanité.
Mais ce ne furent pas des exécutions ordinaires. Néron, avec son sens du spectacle perverti, décida d'en faire un divertissement grandiose et sadique. Il transforma le châtiment en une performance artistique macabre. Les exécutions eurent lieu dans ses propres jardins, ouverts au public pour l'occasion. Certains chrétiens furent crucifiés, d'autres furent cousus dans des peaux de bêtes sauvages et livrés aux chiens pour être déchiquetés. Mais le sommet de l'horreur fut atteint à la nuit tombée. Des victimes furent enduites de poix et de résine, attachées à des poteaux et allumées comme des torches vivantes pour éclairer les festivités nocturnes de l'empereur. Néron lui-même, déguisé en cocher, se mêlait à la foule conduisant son char au milieu de cette scène d'apocalypse. Ces torches de Néron devinrent une image terrifiante gravée dans la mémoire collective. C'était la naissance du martyr chrétien à grande échelle. C'était aussi la naissance, dans l'imaginaire de cette nouvelle foi, de la figure de Néron comme l'Antéchrist, la bête de l'Apocalypse dont le nombre, 666, correspondrait en numérologie hébraïque à Néron César. Pour Rome, ce n'était qu'un épisode de plus de la politique de la terreur. Mais pour le christianisme, ce fut un événement fondateur. La foi qui était née de la mort d'un seul homme sur une croix se renforçait maintenant par la mort de centaines d'autres dans les arènes et les jardins de l'empereur. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un tyran qui se délecte de la cruauté ou un système qui le lui permet? La persécution n'était pas un acte de folie isolé, mais une stratégie politique délibérée. En offrant au peuple un spectacle de sang et de souffrance, Néron détournait l'attention de ses propres échecs et de sa propre culpabilité. Il donnait à la plèbe ce qu'elle voulait, des coupables et du sang. C'était la version la plus sombre du Panem et Circense, le pain et les jeux. Le pain était rare après l'incendie, mais les jeux n'avaient jamais été aussi sanglants. Parmi les victimes de cette persécution se trouvaient, selon une tradition chrétienne ancienne et solide, les deux figures les plus importantes de l'Église primitive. L'apôtre Pierre, qui aurait été crucifié la tête en bas, et l'apôtre Paul, citoyen romain, qui aurait été décapité. Leur martyre à Rome sous Néron transforma la ville de capitale de l'Empire païen en un lieu saint pour la chrétienté future. Le tyran, en essayant d'anéantir une foi naissante, lui avait involontairement donné ses plus grands saints et sa capitale spirituelle. L'ironie de l'histoire est souvent plus cruelle que celle des tyrans. Après ce bain de sang, la popularité de Néron auprès de la populace de Rome fut restaurée. Il avait offert un sacrifice expiatoire, mais l'aristocratie, le Sénat, l'élite intellectuelle, regardaient avec une horreur et un mépris croissants. Ils voyaient un empereur qui non seulement tuait des innocents avec une cruauté barbare, mais qui s'abaissait à jouer le rôle de maître de cérémonie dans ce cirque de la mort. Sa dignité impériale était en lambeaux, mais Néron, lui, était convaincu d'être sur la bonne voie. Il avait maîtrisé le feu, puni les coupables et se lançait dans la reconstruction de sa ville. Il se sentait plus puissant que jamais. Et son narcissisme, qui n'avait plus aucune limite, allait bientôt le pousser à chercher une autre forme de gloire. Une gloire qui, à ses yeux, était bien plus importante que celle d'un empereur, la gloire d'un artiste. Le pouvoir est une scène, mais Néron fut le premier empereur à vouloir être l'acteur principal plutôt que le metteur en scène. Si la persécution des chrétiens a montré sa cruauté, sa passion pour les arts a révélé une facette peut-être encore plus dérangeante de sa personnalité. Une soif insatiable d'applaudissements, un narcissisme si profond qu'il le poussa à transformer l'Empire romain en public captif de son propre talent ou de son absence de talent. Néron se considérait comme un artiste exceptionnel, un poète, un musicien virtuose de la cithare, un chanteur à la voix divine et un conducteur de chars de premier ordre. Le problème n'était pas qu'un empereur ait des passe-temps artistiques, beaucoup en avaient eu, mais que Néron exigeait d'être reconnu publiquement comme le plus grand artiste du monde, et il était prêt à utiliser tout le poids de son pouvoir absolu pour obtenir cette reconnaissance. Il commença par des représentations privées au palais, devant une cour de flatteurs terrifiés. Puis, en l'an 59, il institua les Jeux néroniens, un festival à la grecque, incluant des concours de musique, de poésie et d'athlétisme. À la surprise et à l'horreur de l'aristocratie, il annonça qu'il y participerait lui-même. C'était un scandale sans précédent. À Rome,
Le théâtre et la scène étaient considérés comme des activités indignes d'un citoyen respectable et encore plus d'un empereur. C'était le domaine des esclaves, des affranchis, des prostituées. Mais Néron brisa ce tabou. Il monta sur scène, chanta ses poèmes, joua de la cithare et bien sûr, il gagna. Les juges n'avaient pas vraiment le choix. Pour s'assurer un soutien enthousiaste, il avait créé un corps spécial de 5000 jeunes hommes robustes, les Augustans, dont la seule tâche était d'applaudir frénétiquement ses performances, de crier des louanges, préparées à l'avance et d'entraîner le reste du public. Le silence, ou un applaudissement jugé trop tiède, pouvait être interprété comme une trahison. Les sénateurs, les généraux, les hommes les plus puissants de Rome étaient contraints d'assister à ces spectacles qui duraient des heures. L'historien Dion Cassius raconte que certains faisaient semblant de mourir pour être emportés hors du théâtre, tant l'ennui et l'humiliation étaient insupportables. Le futur empereur Vespasien, un militaire peu sensible à l'art lyrique, s'endormit pendant une des représentations de Néron. Il ne dut sa survie qu'à une disgrâce temporaire. Mais l'apogée de cette farce grotesque fut sa grande tournée en Grèce en l'an 66. La Grèce était pour Néron la patrie des arts, le seul endroit où son talent pouvait être véritablement apprécié. Il reporta les 4 grands festivals panhelléniques, les Jeux olympiques, pythiques, néméens et isthmiques, pour qu'ils aient tous lieu pendant son séjour d'1 an afin qu'il puisse participer à tous. Il concourut dans toutes les épreuves, chants, jeux de cithare, tragédies et même courses de chars. Il remporta 1808 couronnes de la victoire. Dans une course de chars aux Jeux olympiques, il se présenta avec un attelage de 10 chevaux alors que la norme était de 4. Il tomba de son char et ne put terminer la course, mais les juges le déclarèrent quand même vainqueur au motif qu'il aurait gagné s'il avait pu finir. C'était plus qu'une humiliation pour la fière tradition grecque, c'était une parodie. En retour de cette avalanche de victoires, Néron déclara la Grèce libre, l'exemptant d'impôts. C'était le geste d'un artiste reconnaissant envers son public, pas celui d'un empereur gérant son empire. Pendant ce temps, à Rome et dans les provinces, les véritables problèmes s'accumulaient. Les caisses de l'État se vidaient pour financer ses caprices. Les généraux aux frontières luttaient pour maintenir l'intégrité de l'empire, tandis que leur commandant en chef se produisait comme un saltimbanque. Le mépris de l'armée et de l'aristocratie atteignait son paroxysme. Un empereur qui tue sa mère est un monstre, mais un empereur qui se ridiculise sur scène est une honte intolérable pour l'orgueil romain. Le pouvoir de Rome reposait sur la gravita, la dignité, l'autorité. Néron avait remplacé la gravitas par l'histrionisme. Il avait confondu le pouvoir de commander des légions avec celui de commander des applaudissements. Il ne comprenait pas que les applaudissements obtenus sous la menace ne sont qu'un silence déguisé. Cette confusion entre la scène et l'État, entre l'art et le pouvoir, fut peut-être sa plus grande folie. Il se voyait comme Apollon, mais pour l'élite romaine, il n'était qu'un bouffon dangereux. Il revint à Rome de sa tournée grecque en célébrant un triomphe, non pas pour une victoire militaire, mais pour ses victoires artistiques. Il entra dans la ville sur le char d'Auguste, vêtu d'une robe pourpre, une couronne olympique sur la tête, ses 1808 trophées exposés devant lui. C'était le spectacle ultime de l'absurde, le point de non-retour. Dans les palais de Rome, dans les casernes des légions, le mépris s'était transformé en haine. Les murmures de mécontentement se firent plus forts. On commençait à se dire que le spectacle avait assez duré. Le rideau allait bientôt tomber sur le règne de l'empereur artiste et le dernier acte serait écrit non pas avec de l'encre, mais avec du sang. Le public, du moins la partie armée et puissante, était fatigué de la pièce. Il revint à Rome non pas comme un triomphateur, mais comme une caricature. Et dans les couloirs ombragés du Sénat, les murmures d'hommes dignes comme Gaius Calpurnius Piso se transformèrent en un plan concret. Gaius Calpurnius Piso était un homme de goût et d'influence, le genre d'aristocrate romain pour qui les performances scéniques de Néron n'étaient pas seulement embarrassantes, mais une insulte mortelle à l'idée même de Rome. La patience de l'élite avait des limites. Le meurtre d'Agrippine avait été choquant, l'incendie de Rome catastrophique, les persécutions barbares et la farce grecque avaient été la goutte d'eau.
En l'an 65, alors même que Néron se préparait pour sa tournée artistique, une vaste conspiration prit forme. Ce n'était pas le complot de quelques sénateurs aigris. C'était un mouvement large et diversifié, unissant des sénateurs, des chevaliers, des poètes et, de manière cruciale, des officiers de la garde prétorienne, le corps d'élite chargé de la protection de l'empereur. Le plan était simple: assassiner Néron pendant les Jeux du Circus Maximus et proclamer Piso nouvel empereur. Le complot rassemblait des personnalités aussi diverses que le philosophe Sénèque lui-même, ou du moins son neveu, le poète Lucain, dont le talent littéraire excitait la jalousie de Néron, et le préfet du prétoire Faenius Rufus, qui se sentait marginalisé. C'était un « qui est qui » de l'opposition silencieuse à la tyrannie. Mais une conspiration d'une telle ampleur est comme un navire qui prend l'eau de toutes parts. Il y avait trop de participants, trop de secrets, trop de liens faibles. La trahison vint d'une affranchie nommée Épicharis. Elle tenta de recruter un amiral de la flotte, mais celui-ci, comprenant le danger, la dénonça. Épicharis, malgré la torture la plus brutale, ne livra aucun nom. Elle préféra se stranguler dans sa cellule plutôt que de parler. Le complot, cependant, commença à s'effilocher. Un sénateur, effrayé, confia ses inquiétudes à un esclave. L'esclave, voyant une opportunité, alla tout rapporter à Néron. La réaction de l'empereur fut celle d'un animal blessé et paranoïaque. La peur se transforma en une fureur froide et systématique. Une purge sanglante s'abattit sur l'élite romaine. Le thriller d'espionnage se mua en un massacre d'État. Un nouveau personnage sinistre entra en scène. Tigellinus, le nouveau préfet du prétoire, un homme d'une cruauté et d'une ambition sans bornes qui devint le principal instrument de la terreur néronienne. Les arrestations se multiplièrent, basées sur des dénonciations, des soupçons, des vengeances personnelles. La torture devint la norme pour obtenir des aveux et de nouveaux noms. Rome plongea dans un climat de peur totale, où personne ne pouvait plus faire confiance à personne. La liste des victimes était un véritable martyrologe de l'aristocratie et de l'intelligence romaine. Piso, le chef du complot, reçut l'ordre de s'ouvrir les veines et obéit. Le poète Lucain, auteur de la Pharsale, un poème épique sur la guerre civile entre César et Pompée, qui était une critique voilée de la tyrannie, subit le même sort. Alors que son sang s'écoulait, il récita des vers de son propre poème décrivant la mort d'un soldat. L'écrivain Pétrone, surnommé l'arbitre de l'élégance, l'auteur présumé du Satyricon, un homme dont Néron appréciait le goût raffiné, fut également acculé au suicide. Il transforma sa mort en un dernier acte d'esthétisme et de défi. Il organisa un banquet, s'ouvrit les veines, mais les banda par intermittence pour prolonger la conversation avec ses amis, avant de briser ses vases les plus précieux pour que Néron ne puisse pas les posséder. Et puis, il y eut Sénèque. Son implication directe dans le complot n'a jamais été prouvée, mais Néron ne pouvait plus tolérer la présence de cet homme qui était un reproche vivant à sa propre déchéance. Il lui envoya l'ordre de mourir. Sénèque accepta son sort avec un calme stoïcien. Il s'ouvrit les veines des bras et des jambes, mais son sang, appauvri par l'âge, coulait trop lentement. Il prit de la ciguë, comme Socrate, mais le poison n'eut que peu d'effet. Finalement, il fut transporté dans un bain de vapeur où il mourut étouffé. Sa femme Paulina tenta de mourir avec lui, mais Néron, ne voulant pas ajouter l'odieux à la cruauté, ordonna de la sauver. La purge ne s'arrêta pas là. Des dizaines d'hommes et de femmes furent exécutés, exilés ou contraints au suicide. Le Sénat fut décimé. Néron avait brisé l'opposition organisée. Il avait éliminé une génération entière de l'élite politique et intellectuelle de Rome. Il était maintenant entouré uniquement de flatteurs et de bourreaux. Mais en gagnant cette bataille, il avait perdu la guerre. Il avait prouvé à l'aristocratie qu'il n'y avait aucune issue, aucune possibilité de coexistence. La seule alternative à la mort était le renversement du tyran. La conspiration de Piso avait échoué, mais elle avait planté une graine qui allait germer non pas à Rome sous le regard direct de l'empereur, mais loin de là, dans les provinces, au sein des légions. Car si l'on peut forcer des sénateurs à s'ouvrir les veines, on ne peut pas forcer des légions à obéir à un chef qu'elles méprisent. Après avoir anéanti l'élite romaine,
Néron partit chercher la gloire en Grèce, où un véritable théâtre de l'absurde l'attendait, ignorant que pendant son absence, les véritables maîtres de l'Empire, les généraux et leurs armées commençaient à perdre patience. Sa participation honteuse aux Jeux olympiques et sa tournée artistique en Grèce furent la dernière insulte. Pendant que l'empereur collectionnait des couronnes de laurier, l'Empire, lui, commençait à se fissurer. Le monde burlesque de la cour impériale, avec ses poètes et ses musiciens, était à des milliers de kilomètres de la réalité brutale des frontières, où les légions romaines contenaient à grand-peine les menaces barbares et les révoltes internes. La mégalomanie d'un seul homme avait un coût, et ce coût se mesurait en provinces perdues et en légions massacrées. Le premier grand incendie s'alluma en Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne. En l'an 60, la reine Boadicée, de la tribu des Icènes, se souleva après avoir été humiliée et fouettée, et ses filles violées par les Romains. Sa fureur déchaîna une révolte d'une violence inouïe. Les rebelles britanniques rasèrent la capitale romaine Camulodunum, Colchester, puis Londinium, Londres, et Verulamium, Saint-Alban, massacrant des dizaines de milliers de Romains et de Bretons pro-romains. Une légion entière, la 9e, fut anéantie. Il fallut toute l'habileté du gouverneur Suetonius Paulinus pour finalement écraser la rébellion dans une bataille rangée sanglante. Néron, à Rome, avait à peine prêté attention à cette crise qui faillit coûter à Rome l'une de ses plus riches provinces. Puis, en l'an 66, alors même que Néron se préparait pour sa tournée grecque, une autre poudrière explosa à l'autre bout de l'Empire, la Judée. Les tensions religieuses et politiques, exacerbées par l'incompétence et la rapacité des gouverneurs romains, débouchèrent sur la Grande Guerre juive. Ce ne fut pas une simple révolte, mais une guerre totale, l'un des conflits les plus longs et les plus sanglants de l'histoire romaine. Néron, déconnecté de la réalité, sous-estima gravement la menace. Il confia la tâche de mater la rébellion à un général compétent mais sans grand prestige, Titus Flavius Vespasianus, plus connu sous le nom de Vespasien. C'était une décision qui allait avoir des conséquences imprévues et fatales pour Néron lui-même. En donnant à Vespasien le commandement de plusieurs légions, il créait un nouveau centre de pouvoir militaire, loin de son contrôle. Mais le coup de grâce ne vint ni de Bretagne ni de Judée. Il vint du cœur même de l'Occident romain de la Gaule. En mars de l'an 68, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, Caius Julius Vindex, un Gaulois de lignée royale mais un citoyen romain loyal, leva l'étendard de la révolte. Sa proclamation était une déclaration de guerre personnelle contre Néron. Il ne se battait pas contre Rome, mais pour la libérer de son indigne empereur. Il qualifia ouvertement Néron de mauvais citharède, de tyran, d'assassin, l'accusant d'avoir vidé les coffres de l'Empire et déshonoré le nom romain. C'était la première fois qu'un gouverneur important osait défier ouvertement l'empereur. Vindex n'avait pas de légion sous son commandement direct, mais il espérait rallier d'autres gouverneurs et leurs armées. Il contacta notamment Servius Sulpicius Galba, le vieux gouverneur de l'Hispanie tarraconaise, l'Espagne. Galba était un aristocrate respecté, un ancien consul qui commandait une légion. Au début, il hésita. Se rebeller contre l'empereur était une trahison, un pari dont l'issue était la pourpre impériale ou une mort atroce. Mais la situation était devenue intenable. Les nouvelles de l'appel de Vindex se répandirent comme une traînée de poudre. La réaction de Néron, qui se trouvait encore en Grèce, fut d'abord incrédule puis méprisante. Il aurait plaisanté sur le fait qu'il allait confisquer les biens de Vindex pour financer ses spectacles. Il ne comprit l'ampleur du danger que lorsqu'il apprit que Galba, en Espagne, avait finalement accepté de prendre la tête de la rébellion, se proclamant non pas empereur, mais légat du Sénat et du peuple romain. L'étincelle était devenue un incendie. Néron rentra précipitamment en Italie, mais le processus de désintégration était déjà enclenché. Le grondement des légions aux frontières lointaines était devenu plus fort que les applaudissements de ses claqueurs. La révolte de Vindex fut finalement écrasée par les légions de Germanie, loyales à Néron, ou plutôt hostiles à un usurpateur gaulois. Vindex se suicida. Pour Néron, ce fut une victoire de courte durée, une illusion de contrôle. Car en écrasant Vindex, les légions de Germanie n'avaient pas sauvé Néron.
Elles avaient simplement montré leur propre puissance et elles commenceraient bientôt à réfléchir à la possibilité de faire un empereur de leur propre crue. La réaction en chaîne avait commencé. Le mépris des généraux pour l'empereur artiste était maintenant public. La question n'était plus de savoir si Néron allait tomber, mais qui allait le remplacer. La chute de Vindex aurait dû être une victoire pour Néron, mais ce fut le contraire. Elle ne fit que renforcer la position de Galba, qui devint le seul espoir de l'opposition. Le Sénat, à Rome, observait la situation avec une anxiété fébrile. Les sénateurs haïssaient Néron, mais ils craignaient la guerre civile plus encore. Cependant, la dynamique du pouvoir était en train de basculer de manière irréversible. Les légions, les unes après les autres, commencèrent à abandonner la cause de Néron. D'abord celle d'Afrique, puis les armées du Rhin qui avaient vaincu Vindex, réalisant qu'elles avaient soutenu le mauvais cheval. Le coup de grâce fut porté non pas par une légion lointaine, mais par le cœur même du pouvoir impérial à Rome, la garde prétorienne. Le préfet du prétoire, Nymphidius Sabinus, un homme ambitieux qui voyait une opportunité dans le chaos, décida de trahir son maître. Il promit à ses hommes une prime colossale au nom de Galba. La garde, pilier du pouvoir de tous les empereurs depuis Auguste, le corps d'élite qui avait placé Claude sur le trône et acclamé Néron, l'abandonna pour une simple question d'argent. La nouvelle de la défection des prétoriens se répandit dans Rome. Ce fut le signal de la course. Le Sénat, qui quelques semaines auparavant tremblait encore devant Néron, sentit le vent tourner avec une rapidité stupéfiante. En une seule journée, l'homme le plus puissant du monde devint un paria. Les sénateurs se réunirent en urgence et, enhardis par l'absence de protection militaire de Néron, le déclarèrent ennemi public. Hostis publicus. C'était une sentence de mort. N'importe quel citoyen romain avait désormais le droit et même le devoir de le tuer. La condamnation était assortie d'une peine particulièrement cruelle. Il devait être battu à mort, la tête passée dans une fourche, comme un esclave. Pendant ce temps, Néron était au palais, vivant les dernières heures de son règne dans un état de panique et de déni. Il se réveilla au milieu de la nuit pour constater que les gardes qui devaient veiller sur sa chambre avaient disparu. Le palais était vide. Ses amis, ses conseillers, ses serviteurs, tous l'avaient abandonné, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient des meubles et des objets précieux. Il erra dans les couloirs déserts de sa maison dorée, appelant au secours, mais seul l'écho lui répondit. Le Dieu vivant était soudainement l'homme le plus seul du monde. Il envoya des messages à ses derniers partisans, mais personne ne vint. Il songea à se rendre au forum pour supplier le peuple de lui pardonner ou à se jeter dans le Tibre. Mais la peur le paralysait. Dans un dernier sursaut, il décida de fuir. Il se déguisa, monta à cheval avec une poignée de ses derniers fidèles, dont son secrétaire Épaphrodite et un affranchi nommé Phaon. Il quitta Rome en secret, dans l'obscurité, le visage couvert pour ne pas être reconnu. C'était une fuite pitoyable, une parodie de la majesté impériale. Le maître du monde galopait dans la nuit comme un voleur, sursautant au moindre bruit. Un tremblement de terre secoua le sol. Un éclair illumina le ciel, des présages terrifiants pour un homme superstitieux. Il entendit des soldats dans un camp voisin porter des toasts à Galba et maudire son propre nom. Le contraste avec sa vie passée était vertigineux. Il y a quelques jours à peine, des foules l'acclamaient. Maintenant, il était une bête traquée, chassée dans sa propre capitale. Phaon lui offrit refuge dans sa modeste villa de campagne à quelques kilomètres de Rome. Ils abandonnèrent leurs chevaux et finirent le chemin à pied, se cachant dans les roseaux, Néron se couvrant le visage avec un manteau. Ils durent entrer dans la villa par un passage étroit, creusé à l'arrière, rampant à quatre pattes dans la terre et les ronces. L'empereur, l'artiste, le dieu, se retrouvait dans un sous-sol sordide, couché sur une paillasse, avec pour toute nourriture un morceau de pain sec et un peu d'eau tiède. La chute du sommet du pouvoir au plus bas avait été totale et brutale. Il apprit qu'un détachement de cavalerie était déjà à sa recherche avec l'ordre de le ramener vivant à Rome pour y subir son châtiment. La fin était proche, il était piégé. Les dernières heures de Néron ne furent pas celles d'un tyran défiant, ni celles d'un philosophe stoïcien acceptant son sort, mais celles d'un homme terrifié et pathétique, incapable de faire face à la conséquence finale de sa propre vie.
Réfugié dans la villa souterraine, il entendit le bruit des sabots des chevaux qui approchaient. Les cavaliers envoyés par le Sénat l'avaient retrouvé. La panique le submergea. Il savait quel sort l'attendait à Rome. La flagellation jusqu'à la mort, une humiliation publique insupportable pour celui qui s'était pris pour un dieu. Le suicide était la seule issue honorable, la dernière prérogative d'un noble romain vaincu. Mais il n'en avait pas le courage. Il tenait 2 poignards, en testait la pointe, puis les reposait, se plaignant que son heure fatale n'était pas encore venue. Il pleurait, se lamentait sur son sort, suppliant l'un de ses compagnons de se tuer le premier pour lui donner l'exemple. Personne ne bougea. Il ordonna à ses serviteurs de commencer à creuser une tombe à sa mesure, leur demandant d'y placer des morceaux de marbre et de l'eau pour laver son corps. À chaque coup de pelle, il sanglotait et répétait la même phrase, une phrase qui allait devenir sa plus célèbre citation, le résumé tragicomique de sa vie. « Qualis artifex pereo » ? Quel artiste périt avec moi ? Même face à la mort, son narcissisme restait intact. Il ne pleurait pas l'empereur, le dirigeant d'un vaste empire, mais l'artiste incompris, le poète, le chanteur dont le monde allait être privé. Un messager arriva, porteur d'une dépêche du Sénat. La lecture du document confirma ses pires craintes. Il était officiellement déclaré ennemi public et condamné à être puni selon la coutume des ancêtres. Le bruit des cavaliers se fit plus proche. Ils étaient à la porte. Poussé par la terreur ultime, sachant qu'il n'y avait plus d'échappatoire, il prit sa décision. Il approcha la pointe d'un poignard de sa gorge, mais sa main tremblait trop. Il dut demander l'aide de son secrétaire, Épaphrodite, pour guider le coup fatal. Le poignard s'enfonça. Au moment même où il s'effondrait, le centurion qui commandait le détachement entra dans la pièce. Voyant l'empereur agonisant, il tenta d'arrêter l'hémorragie avec son manteau, prétendant être venu le secourir. Néron, dans un dernier souffle, ne put que murmurer « Trop tard, telle est la fidélité ». Il mourut les yeux exorbités, fixés dans une expression d'horreur qui, selon Suétone, glaça d'effroi tous ceux qui la virent. Il avait 30 ans. Son règne avait duré près de 14 ans. Ainsi s'achevait, dans une cave sordide, la vie du dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, la lignée d'Auguste. La fin était aussi peu glorieuse que son règne avait été extravagant. L'homme qui avait fait trembler Rome, qui avait assassiné son frère, sa mère, ses épouses, qui avait incendié sa capitale et s'était pris pour un dieu, était mort en lâche, incapable même de se donner la mort sans aide. Son corps fut enveloppé dans des étoffes précieuses et incinéré. Ses cendres furent déposées dans le tombeau de sa famille paternelle, les Domitii. Sa mort provoqua des réactions contrastées. L'élite et le Sénat poussèrent un soupir de soulagement. Le peuple, en revanche, fut partagé. Beaucoup de petites gens, qui avaient bénéficié de sa générosité et apprécié ses spectacles, le pleurèrent et continuèrent, pendant des années, à fleurir sa tombe. Ils préféraient un tyran spectaculaire à l'austérité des généraux qui allaient le suivre. Mais ils se trompaient s'ils pensèrent que la mort du tyran apporterait la paix. Ce n'était pas la fin du cauchemar. Ce n'était que le début d'un nouveau chaos. La mort de Néron ne résolut rien. Elle créa un vide au sommet du pouvoir que les hommes les plus puissants de l'Empire se précipitèrent de combler avec leurs épées. Le suicide pathétique dans une villa de campagne ne fut pas le point final d'une tragédie, mais le prologue d'une nouvelle catastrophe, la guerre civile. L'année qui suivit, l'an 69 de notre ère, entra dans l'histoire sous le nom sinistre de l'année des 4 empereurs. Rome découvrit une terrible vérité, ce que Tacite appela le secret de l'Empire. On pouvait faire un empereur ailleurs qu'à Rome. Le pouvoir n'appartenait plus au Sénat ou à la garde prétorienne, mais aux légions stationnées aux frontières. Le premier à s'emparer du trône fut Galba, le gouverneur d'Espagne. Mais son règne fut bref et désastreux. Vieil homme avare et sévère, il refusa de payer la prime promise aux prétoriens qu'il avait émis au pouvoir. Ce fut une erreur fatale. En janvier 69, les prétoriens l'assassinèrent en plein forum romain et proclamèrent empereur l'un des anciens amis de Néron, Othon. Mais les légions du Rhin, fières de leur puissance, refusèrent de reconnaître Othon. Elles proclamèrent leur propre commandant Vitellius. 2 empereurs, 2 armées marchant l'une contre l'autre. L'Italie devint un champ de bataille. L'armée de Vitellius vainquit celle d'Othon, qui se suicida courageusement après seulement 3 mois de règne.
Vitellius entra dans Rome et s'installa au pouvoir. C'était un homme connu pour sa gloutonnerie et son règne fut un long banquet décadent pendant que l'Empire brûlait. Car à l'Est, les légions qui combattaient en Judée avaient elles aussi leur propre candidat, un général expérimenté, pragmatique et respecté, Vespasien. Soutenu par les puissantes armées d'Orient et du Danube, il fut proclamé empereur. Une nouvelle guerre civile, encore plus sanglante, éclata. Les armées de Vespasien marchèrent sur l'Italie, vainquirent celles de Vitellius et prirent Rome d'assaut. Vitellius fut capturé, traîné à travers la ville, torturé et son corps jeté dans le Tibre. En un an, Rome avait vu 3 empereurs monter sur le trône et en être chassés par la violence. Le chaos était total. Vespasien arriva finalement à Rome et parvint à restaurer l'ordre, fondant une nouvelle dynastie, les Flaviens. Mais l'héritage de Néron était là. Il avait non seulement ruiné les finances de l'État et décapité son élite, mais il avait aussi brisé le principe de la succession pacifique, plongeant l'Empire dans un bain de sang qui rappela les pires heures de la fin de la République. Le Sénat, pour effacer sa mémoire, prononça la damnatio memoria contre lui. Son nom fut effacé des monuments, ses statues abattues. On tenta d'éradiquer jusqu'à son souvenir. Mais on ne tue pas un mythe. Le souvenir de Néron survécut, mais de manière paradoxale. Dans l'imaginaire de l'élite romaine et plus tard du monde chrétien, il devint l'archétype du tyran fou, de l'antéchrist, le symbole absolu du mal. Cependant, parmi le peuple, surtout dans les provinces orientales, une étrange légende naquit. La légende du Nero Redivivus, Néron de retour. Beaucoup ne croyaient pas à sa mort. Ils disaient qu'il s'était enfui chez les Parthes, ses anciens ennemis, et qu'il reviendrait un jour à la tête d'une grande armée pour se venger de ses ennemis et restaurer son règne de faste et de spectacle. Pendant des décennies, plusieurs imposteurs apparurent, se faisant passer pour Néron et réussissant à rassembler des partisans avant d'être démasqués et exécutés. Ce fantôme d'un empereur qui refuse de mourir hanta l'imaginaire romain. Il était la preuve que la tyrannie ne meurt pas simplement avec le tyran. Elle laisse derrière elle un héritage de chaos, de mythes et de peur. L'histoire de Néron est un avertissement. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un système. Un système qui a permis à un adolescent instable, narcissique et capricieux d'obtenir un pouvoir illimité sur des millions de vies. Tous ceux qui ont essayé de le guider comme Sénèque ou de le contrôler comme Agrippine ont fini par être détruits par lui, devenant complices de leur propre bourreau. Sa folie n'est peut-être pas née dans son esprit, mais dans la nature même d'un pouvoir sans contrepoids, qui finit toujours par croire qu'il est divin. Non seulement Néron a créé son époque, mais l'époque, avec sa soif de spectacle et sa soumission au pouvoir absolu, a aussi créé Néron. Son héritage n'est pas dans les ruines de sa maison dorée, mais dans la question éternelle qu'il pose à toutes les civilisations. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le spectacle et quel prix sommes-nous prêts à payer pour nous incliner devant un seul homme? Le feu qu'il a allumé, que ce soit littéralement ou métaphoriquement, continue de jeter une lueur inquiétante sur les pages les plus sombres de notre histoire.